Bonjour tout le monde, bienvenue sur à cette session donc sur les tests statistiques. Donc, il s'agit d'une introduction aux tests statistiques illustrée avec XLStat. Je suis Jean-Paul Malouf, consultant en statistique à XLStat, et je suis ravi de vous avoir comme auditeur aujourd'hui. Cette introduction sera dépourvue dans la mesure du possible de formules mathématiques complexes. Je vais privilégier plutôt une approche intuitive des tests statistiques. Alors, vous avez des documents à télécharger dans la section documents à distribuer. Alors, il y a la présentation, le fichier de présentation, ainsi que le jeu de données que vous pouvez télécharger librement. Il y aura un enregistrement de ce webinaire qui sera disponible à partir de demain. Et vous aurez un accès au lien. Je vous enverrai un lien vers cet enregistrement dès demain. Vous pouvez poser des questions tout au long de la session en utilisant la fenêtre de chat et il n'y a pas besoin d'utiliser la fonctionnalité de lever de la main. Donc si vous voulez poser une question, posez-la juste en utilisant la fenêtre de chat. Et je vais probablement faire 2 sessions de questions-réponses, une session au milieu du webinaire et une autre session à la fin du webinaire. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'abord, je vais dire qui nous sommes, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ensuite, je vais parler de ma propre manière de classer les outils statistiques en catégories. Ensuite, je vais faire un petit rappel sur 2 webinaires précédents qui ont été effectués précédemment, qui portent sur les statistiques descriptives et exploratoires, qui vont me permettre de faire la transition vers pour pouvoir faire l'enchaînement avec le webinaire actuel sur les tests statistiques. Et donc, je vais enchaîner sur les tests statistiques, je vais parler du principe, je vais vous proposer une démarche et je vais faire une première application avec XLStat. Ensuite, je vais vous parler de trois petits comparatifs dont on entend souvent parler dans les tests statistiques. Je vais parler de tests paramétriques versus non paramétriques. Je vais parler de tests sur échantillon indépendant versus échantillon à parier. Je vais parler de tests de comparaison versus tests d'association. On va avoir les idées claires là-dessus. Ensuite, je vais faire une deuxième application sur XLStat. On va faire un test d'association sur 2 variables qualitatives avant de conclure. Et donc, vous avez quelques annexes au bout du fichier de présentation. Alors, toutes les données de ce webinaire ont été inventées. Qui sommes-nous? Nous sommes XLStat. Nous sommes un logiciel d'analyse de données convivial qui s'intègre à Excel. Donc, plusieurs personnes parmi vous l'ont déjà utilisé et celles et ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, vous aurez l'occasion de voir à quoi le logiciel ressemble pendant ce webinaire. Un petit historique sur le logiciel. Donc, tout a commencé en 93, la première vente a eu lieu en 96. Puis en 2000, la société Adinsoft a été créée, c'est la société actuelle qui héberge le logiciel XLStat. En 2006, il y a eu une nouvelle version qui a splitté le code du logiciel en 2 parties, une partie VBA et une partie C++. En 2009, on a eu de nouvelles offres modulaires qui ont été transformées en produits en 2015, produits orientés métiers. En 2016, on a eu deux nouveautés, donc la version XLStat pour le cloud, qui comporte aujourd'hui une douzaine de fonctionnalités et qui est gratuite et qui fonctionne sous Excel 365 sur Internet. Et nous avons également XLStat Free qui a vu le jour en 2016. C'est une version non payante du logiciel qui est limitée elle aussi à une douzaine de fonctionnalités. En 2017, la grande nouvelle surprise, c'est l'intégration du logiciel avec le logiciel R. Le logiciel R qui est un logiciel de statistique qui est open source et qui fonctionne via des lignes de commande. Donc aujourd'hui, XLStat R est disponible dans XLStat en version bêta. N'hésitez pas à aller le manipuler et nous dire ce que vous en pensez. XLStat en quelques chiffres. Nous avons plus de 200 fonctionnalités statistiques réparties dans des solutions généralistes orientées métiers. Il y a plus de 100 000 utilisateurs à travers le monde. Nous sommes 22 salariés. Il y a 220 000 visites par mois sur le site web. Le logiciel est disponible en 7 langues et il y a 10 000 téléchargements du logiciel par
mois, pardon. Alors voici ma manière personnelle de catégoriser les outils statistiques en 4 groupes. Donc ceux qui ont déjà assisté au webinaire précédent sauront de quoi je parle. Alors il y a tout d'abord les statistiques descriptives, ou la description, qui nous permettent de résumer des données grâce à des calculs ou des graphiques très simples comme les moyennes, les écarts types, les box plots. Ce sont des méthodes qui fonctionnent sur 1, 2 ou 3 variables. Les statistiques exploratoires permettent de plonger facilement dans un gros jeu de données sans avoir de questions précises derrière la tête. Donc, la démarche exploratoire est la même plus ou moins que la démarche descriptive, sauf que la démarche exploratoire permet en un seul coup de plonger vraiment dans un jeu de données avec un grand nombre de colonnes, donc de passer d'une démarche où on se limitait à 1, 2 ou 3 variables, à une démarche où on peut démultiplier le nombre de variables, explorer en même temps. Donc nous avons déjà eu un webinaire sur les statistiques descriptives, un webinaire sur les statistiques exploratoires. Aujourd'hui, nous allons parler de tests. Les tests permettent d'accepter ou de rejeter une hypothèse bien précise en assumant des risques d'erreur. Alors autant la description et l'exploration permettent, sans avoir de questions très précises derrière la tête, elles permettent de générer des hypothèses, autant les tests statistiques permettent de tester les hypothèses, permettent de dire si un effet est statistiquement significatif ou pas. Donc ce sont des approches qui sont assez complémentaires. Et enfin, la modélisation. La modélisation permet de comprendre comment évolue un phénomène en fonction d'un ensemble de paramètres. Donc, la modélisation inclut la régression, l'ANOVA, l'ANCOVA. Alors tous ces outils statistiques, toutes ces catégories, se chevauchent plus ou moins. Il n'y a pas vraiment de limite franche entre les catégories. Il y a des outils qui se trouvent dans une catégorie et qui se trouvent aussi dans l'autre. C'est juste ma manière à moi de ranger les outils statistiques dans des catégories de manière à ce que ce soit pédagogiquement plus intéressant. Aujourd'hui, nous nous focalisons, donc, comme je vous l'ai dit, sur les tests statistiques. Pour les prochaines dates, nous aurons un webinaire sur la modélisation, donc à la fin du mois, et un autre sur l'ANOVA le 6 décembre. Et là, vous pouvez cliquer sur ces liens-là pour accéder aux enregistrements. Alors, le but du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous rendre autonome dans l'utilisation de notre outil de choix de tests statistiques en ligne, que vous soyez utilisateur d'Excelstat ou pas. Donc, nous avons un outil en ligne. Je vais aller dessus. Un outil en ligne qui permet de sélectionner un test statistique approprié en fonction de la question que vous posez, du type de données que vous avez, de l'hypothèse nulle. On va voir ce que c'est l'hypothèse nulle, etc. Avec les conditions de validité du test. Alors, un petit rappel avant tout sur les statistiques descriptives et exploratoires. Donc, c'était les objets des 2 webinaires précédents. Nous avions parlé de ce jeu de données-là. Il s'agissait de données issues d'une plateforme de vente de chaussures en ligne. Donc, nous avons nos clients en ligne qui sont décrits par des variables en colonnes. Des variables qui peuvent être soit qualitatives, donc l'origine, le sexe, ou quantitatives, donc la taille, la pointure et le poids. Et tout d'abord, nous avons procédé à des statistiques descriptives, donc qui permettent de décrire des paires de variables, des variables toutes isolées, des paires de variables ou même 3 variables, donc notamment avec ce graphique-là, ce nuage de points. On a décrit le montant de la facture en fonction du temps passé sur le site et en fonction de l'origine du client. Donc, nous avons différentes couleurs. Et donc ce graphique-là nous a permis d'explorer ces 3 variables et de générer ces hypothèses-là. Le montant de la facture diminue avec le temps passé sur le site. Les clients plutoniens passent moins de temps sur le site que les autres. Les martiens et les terriens forment un groupe relativement homogène. Et ainsi de suite. Donc il y avait plein de choses à dire encore sur ce graphique-là. Et donc cette approche exploratoire-là a été généralisée dans le 2e webinaire sur les statistiques exploratoires. Donc les statistiques exploratoires qui nous ont permis d'avoir la même démarche, mais sur un plus grand nombre de variables, notamment avec l'analyse en composantes principales qui a été
dont on a parlé en long et en large pendant le dernier webinaire. Donc cette analyse en composantes principales qui nous a permis de voir que le poids et la taille sont très corrélés. Le poids et la taille sont négativement corrélés au temps passé sur le, avec le temps passé sur le site, que la pointure n'avait pas de relation forte avec le poids et la taille. Et ensuite, avec le graphique des observations des ACP, on a vu qu'on a deux groupes distincts, deux groupes de clients distincts. Un groupe avec une poids, une taille importante et un temps passé sur le site moins important. Un groupe opposé. Donc là encore, nous avons pu extraire des hypothèses. Le poids total augmente avec la taille, les plutoniens ont une taille et un poids plus important, Derrick a une pointure importante, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir voir si ces hypothèses sont valides ou pas. Nous allons utiliser des techniques qu'on appelle des tests statistiques. Les tests statistiques permettent de partir à partir d'une hypothèse bien précise, permettent de dire si cette hypothèse est valide ou pas en prenant en compte évidemment des risques d'erreur dont on va parler. Alors, les tests statistiques permettent d'accepter ou de rejeter une hypothèse bien précise en assumant des risques d'erreur. Je vous propose une démarche que j'utilise moi-même personnellement. Alors évidemment, c'est pas vraiment une démarche systématique que tout le monde devrait avoir, mais en tout cas, je trouve que ça marche assez bien. Donc tout part de la formulation de la question. Donc une question en général dont la réponse est oui ou non. Donc la question statistique. À partir de la question, on formule une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. On va voir ce que c'est. Et à partir de l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative, on choisit un test statistique approprié, un seuil de risque alpha, un seuil à partir duquel on considère qu'on a des effets significatifs ou pas. On récolte les données, on exécute le test et on répond à la question d'origine en utilisant un chiffre qu'on appelle la p-value qui est assez central dans les tests statistiques. Alors, on va rajouter des trucs par ici plus tard dans la démarche. C'est parti. Alors, première étape, on va explorer un petit peu toutes ces étapes de la démarche ensemble. On commence avec une formulation d'une question dont la réponse est oui ou non. Les engrais A et B induisent-ils une différence de taux moyen de sucre chez la banane? Alors, les données ont été totalement inventées, il n'y a rien de scientifiquement intéressant là-dedans. Alors, étape 2, à partir de la question, on formule les hypothèses. On reprend la question là. Donc, les engrais A et B induisent-ils une différence de taux moyen de sucre chez la banane? À partir de là, on va générer deux hypothèses. On va générer deux hypothèses qu'on appelle l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle, aussi notée H0, implique en général une absence de différence ou de relation, ou implique souvent le signe égal. Donc, sous H0, la moyenne de sucre des bananes A est égale à la moyenne de sucre des bananes B. Donc, H0 implique le fait qu'il n'y ait pas d'effet de l'engrais. Par opposition, l'hypothèse alternative qui va venir s'opposer à l'hypothèse nulle implique en général une existence de différence ou de relation. Notamment, dans notre cas, la moyenne de sucre des bananes A est différente de la moyenne de sucre des bananes B. Alors, les tests statistiques partent d'une question et à partir de cette question-là, il y a deux hypothèses qui découlent, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Donc là, où en sommes-nous? On a déjà formulé la question, on a formulé l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Prochaine étape, choix du test statistique approprié et du seuil de risque alpha. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de comparer? Qu'est-ce qu'on est en train de faire via notre question? Qu'est-ce qu'on cherche à faire sur nos données via notre question? Est-ce qu'on cherche à comparer des moyennes? Si oui, combien de moyennes est-ce qu'on cherche à comparer? Est-ce qu'on cherche à comparer des proportions? Si oui, combien? Est-ce qu'on cherche à comparer des variances? Si oui, combien? Est-ce qu'on cherche à tester une association entre deux variables?
Alors là, dans notre cas, on va chercher à comparer deux taux moyens de sucre. Donc on est en train de comparer deux moyennes. À partir de là, je peux aller sur ma grille de choix de test statistique en fonction de la situation pour me rendre compte que le test T de student pour deux échantillons indépendants pourrait faire l'affaire. Donc on cherche à comparer deux positions observées. Alors, avant d'exécuter ce test, on va choisir le seuil de risque alpha. Très important. Le seuil de risque alpha, qui est un chiffre compris entre 0 et 1, sera le seuil de décision de rejet de H0. Plus on veut limiter les risques de prendre une mauvaise décision, plus on doit diminuer alpha. Souvent on place alpha à 0,05, donc dans beaucoup de situations, on place alpha à 0,05, mais ce n'est pas vraiment une raison pour en faire une règle systématique. C'est à vous de choisir alpha en fonction de la sévérité que vous voulez avoir dans votre décision, dans la réponse que vous donnez à votre question. Est-ce que prendre le risque de prendre une décision potentiellement fausse est important dans votre question? Dans ce cas-là, il faut diminuer alpha. Et dans l'autre cas, ce n'est pas nécessaire de diminuer. Alors, dans notre cas, on va quand même prendre alpha à 0,05 dans le cadre de ce webinaire. Alors, quatrième étape, on récolte les données. On met en place une expérimentation. On plante une trentaine de bananiers soumis à l'engrais A et une trentaine d'autres bananiers soumis à l'engrais B. Et on mesure le taux de sucre en fin d'expérience pour obtenir ce type de graphique au bout du compte. Donc le taux de sucre sur l'axe des Y en fonction de l'engrais. Donc il s'agit de boxplot dont on a parlé dans les statistiques descriptives. Là, visiblement, l'engrais B induit un taux de sucre plus important que l'engrais A. Donc notre test statistique, notre test de student pour deux échantillons indépendants, va nous permettre de voir si on rejette l'hypothèse d'égalité des deux engrais ou pas, si on peut la rejeter en prenant un risque faible de nous tromper ou pas. Alors je vais exécuter ce test dans ExcelStat. Alors voilà mon jeu de données. J'ai une colonne engrais de 60 avec une soixantaine d'individus. Donc 30 individus soumis à l'engrais A et 30 individus soumis à l'engrais B. Il y a un bananier par ligne. Et une colonne taux de sucre. Le test de student pour deux échantillons indépendants se trouve dans test paramétrique dans ExcelStat. Donc là, nous sommes dans Excel. Je vais cliquer dessus ici, test TZ pour deux échantillons. Tout d'abord, je vais sélectionner un format de données approprié. Donc là, j'ai une colonne par variable. Je vais sélectionner le taux de sucre dans les données et les identifiants d'échantillons. Dans les identifiants d'échantillons, je vais sélectionner l'engrais. Je clique sur OK dès que je suis prêt. Et je descends. Donc là, j'obtiens le résultat. Les deux chiffres les plus importants sont ces deux-là. Donc le seuil de risque alpha dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est configurable d'ailleurs dans la boîte de dialogue, j'ai oublié de vous montrer. Donc évidemment, c'est un chiffre que vous choisissez et qui est configurable ici, donc en pourcentage dans cette boîte de dialogue. Et la p-value. La réponse à votre question viendra de la comparaison de la p-value au seuil de risque alpha. Donc je reprends la question, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. J'exécute mon test, je récolte mes données, j'exécute mon test. Le test renvoie un chiffre appelé la p-value qui est lui aussi compris entre 0 et 1. La décision est prise en comparant la p-value à alpha. Si la p-value est inférieure à alpha, on rejette H0 et on accepte HA en prenant un risque proportionnel à la p-value de nous tromper. Donc je reprends la démarche. On part d'une question
d'une question, voilà, dont la réponse est en général oui ou non. À partir de cette question, on pose deux hypothèses, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle implique une idée d'égalité, l'hypothèse alternative une idée de différence. Et on choisit un seuil de risque alpha, un seuil de risque à partir duquel on prend une décision. On récolte les données, on exécute un test statistique. Ce test renvoie une p-value qui, elle, égale aussi est comprise entre 0 et 1. Et la décision se prend en comparant la p-value au seuil de risque alpha. Si la p-value est inférieure à alpha, on rejette cette hypothèse-là et on accepte celle-ci en prenant un risque p-value de se tromper. À partir de là, on peut répondre à notre question. On peut dire que, donc dans notre cas, la p-value était très très faible, était de 0,001. Voilà. Elle est très petite par rapport à alpha. Donc on peut dire qu'il y a un effet significatif de l'engrais sur le taux de sucre dans la banane. Il y a une différence significative entre le taux de sucre des bananiers soumis à l'engrais A et le taux de sucre des bananiers soumis à l'engrais B. Donc on rejette H0 et on accepte H1 en prenant un risque très faible de nous tromper. On peut dire, en d'autres termes, donc que les deux moyennes, engrais A versus engrais B, sont significativement différentes. Alors je reprends peut-être un petit peu la démarche en entier. Maintenant qu'on a défini une démarche générale d'exécution d'un test statistique, j'aimerais vous parler de plusieurs sujets, d'éléments qui s'opposent dans le monde des tests statistiques. Et je vais commencer avec l'opposition test paramétrique, test non paramétrique. Tout est une question de puissance versus robustesse. Alors de quoi s'agit-il? Un test statistique peut être paramétrique ou non paramétrique. Il y a des tests de différentes natures, donc paramétriques ou non paramétriques. Il y a des tests paramétriques qui ont des équivalents non paramétriques. En général, les tests paramétriques sont valables uniquement sous certaines conditions à vérifier, liées notamment aux distributions des populations. Donc, il y a souvent des hypothèses de normalité à vérifier dans les données dans le cadre des tests paramétriques. Les tests non paramétriques, en général, n'assument pas de distribution dans les populations, donc la plupart sont calculés à partir des rangs des données. Donc, les tests non paramétriques sont valables sur un plus grand nombre de cas. Les tests paramétriques ne sont fiables que sous certaines conditions. Les tests non paramétriques sont fiables sur un plus grand nombre de conditions. Alors, une question qu'on peut se poser dans ce cadre-là, pourquoi est-ce qu'on ne part pas systématiquement sur des tests non paramétriques et on s'embête pas avec des tests paramétriques et des vérifications de conditions d'utilisation? Alors, la réponse est dans cette diapo. Les tests non paramétriques, donc comme je vous l'ai dit, sont valables dans un plus grand nombre de situations que les tests paramétriques, qu'on dit qu'ils sont plus robustes. Et d'un autre côté, les tests paramétriques sont plus aptes à rejeter H0 si elle est fausse et si les conditions le permettent. Donc on dit qu'ils sont plus puissants. Donc si votre objectif est de rejeter l'hypothèse H0 et d'accepter l'hypothèse alternative, ce qui est très très souvent le cas, vous avez intérêt à utiliser un test paramétrique parce qu'il est plus apte, en général, à rejeter l'hypothèse H0 qu'un test non paramétrique. Donc on dit que les tests paramétriques sont plus puissants. Alors je vous propose une petite démarche pour choisir entre les deux. Évidemment, si les conditions le permettent, il vaut mieux partir sur un test statistique paramétrique plutôt. Donc vous récoltez les données, puis les données, vous vérifiez si les données respectent les conditions d'application du test, et vous exécutez le test. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez remplacer le test paramétrique par un test non paramétrique qui sera moins puissant mais plus robuste. Donc avant de basculer sur la prochaine étape, je vais répondre à vos questions.
qu'entendez-vous par plus robuste? Donc je reprends un peu les tests paramétriques versus non paramétriques. La robustesse, c'est la capacité d'un test à s'adapter à un grand nombre de situations. Donc typiquement, les tests non paramétriques peuvent s'adapter facilement à différents types de distributions, alors que les tests paramétriques sont moins robustes, ils s'adaptent moins à des distributions qui sont pas normales en général. Alors, quels sont les critères majeurs qui généralement déterminent le choix du seuil de risque? Le seuil de risque alpha. Voilà. Alors, le seuil de risque alpha doit être déterminé en fonction des enjeux de votre question. Est-ce que vous cherchez, je sais pas, est-ce que vous cherchez à mettre un médicament sur le marché et que prendre le risque de prendre une mauvaise décision aurait des conséquences assez graves? Là, il faudrait diminuer le seuil de risque alpha. Par contre, si d'un autre côté, vous procédez à une pré-expérimentation, vous cherchez rapidement à détecter des effets d'une certaine variable, là, vous pouvez au contraire l'augmenter. Vous pouvez l'augmenter à 0,1, par exemple. Donc, si jamais prendre une mauvaise décision peut entraîner des conséquences très graves, il vaut mieux diminuer alpha et éviter de prendre une décision plutôt que d'en prendre une mauvaise. Dans la boîte de dialogue du test de student, il y a le test Z. La différence se situe où? Alors, le test Z peut être appliqué à la place du test T lorsque vous connaissez les variances des populations dont sont issus vos échantillons. C'est rarement le cas. On utilise souvent le test T parce qu'on connaît rarement les variances théoriques de nos populations. Dans quel cas utilise-t-on les moyennes et variances dans des tests statistiques? Alors, on vient d'exécuter un test de comparaison de moyenne de taux de sucre. Vous pouvez être intéressé aussi par tester les différences entre des variances. Disons que oui, vous êtes intéressé de voir s'il y a une différence significative entre l'étalement de ces données-là et l'étalement de ces données-là. Donc voir si ces données-là sont plus serrées, par exemple, que ces données-là. Et dans ce cas-là, vous partez sur un test de comparaison des variances. Dans le cas des engrais, par exemple, si vous voulez introduire un nouvel engrais sur le marché et qui génère des taux de sucre qui sont vraiment très variables par rapport à un engrais de base, peut-être que c'est pas si intéressant que ça de l'introduire sur le marché. Parce que le taux de sucre qui en résulte est beaucoup trop imprévisible. Donc dans ce cas-là, un test de comparaison de variance peut être intéressant. Dans un cas de faible effectif, le test non paramétrique est-il à privilégier? Alors souvent, quand vous avez des faibles effectifs, il est plus difficile de vérifier les conditions de normalité. Donc soit vous assumez vraiment que les populations dont sont extraits vos échantillons sont normales, ce qui est assez difficilement vérifiable en général. Et dans ce cas-là, donc vous pouvez partir sur un test paramétrique, mais en général, on privilégie effectivement les tests non paramétriques pour les petits échantillons. Pour des échantillons de taille d'une centaine d'individus, on va dire, les données transformées en log ne répondent toujours pas à la normalité. Je dois utiliser les tests non paramétriques, mais est-ce que le grand nombre d'échantillons me permet de faire un petit test? Alors, il y a un théorème statistique qui dit qu'à partir du moment où vous avez un très très grand nombre d'individus dans vos échantillons, vous pouvez quand même utiliser des tests paramétriques. Ça s'appelle le théorème central limite, je pense, qui vous permet donc d'exécuter vos tests statistiques paramétriques quand même et de vous fier à leurs résultats. Parce que des grands échantillons permettent de contourner cette hypothèse de normalité. Est-ce que les tests bilatéraux sont plus avantageux que les tests monolatéraux? Alors, pour la comparaison entre test bilatéral et unilatéral, vous avez une annexe dans votre document PDF qui vous renvoie vers une page internet où je vous ai écrit un petit peu les différences entre test unilatéral et test bilatéral.
Donc, je vous invite à consulter cette page. Quand on sait que la population n'est pas normale, vaut-il mieux transformer les données ou les rendre normales et passer par un test paramétrique ou passer par un test non paramétrique? Donc la question est très intéressante. Il y a certaines personnes qui, à cette étape-là, lorsqu'elles se rendent compte que leurs données ne remplissent pas les conditions d'utilisation des tests paramétriques, au lieu de passer directement sur un test non paramétrique, ces personnes-là passent par une transformation des données, une transformation logarithmiques, par exemple, qui permettent de se rapprocher de la normalité et qui donnent l'accès donc aux tests statistiques paramétriques et qui permettent donc de passer par un test puissant plutôt que de basculer sur un test moins puissant, non paramétrique. Donc effectivement, la transformation des données peut être une solution au problème de non-remplissage des conditions de validité. Alors je vous propose de continuer la présentation. Donc je ferai une petite passe sur les questions à la fin de la session, sur les questions qui restent. Alors on vient de voir une confrontation test paramétrique versus test non paramétrique. Là on va parler de test sur échantillon indépendant versus test sur échantillon apparié. Qu'est-ce que des échantillons indépendants? Les échantillons indépendants impliquent l'idée de deux ou plusieurs populations distinctes. Par exemple, on cherche à comparer un groupe exposé à un groupe témoin en médecine. On cherche à comparer des femmes et des hommes. On cherche à comparer des bananiers traités et des bananiers non traités. Donc dans chaque groupe, vous avez un certain nombre d'individus qui sont différents des individus du deuxième groupe. Donc là, les deux échantillons, les deux groupes sont totalement indépendants. Dans le cas des échantillons appariés, vous n'avez qu'une seule population d'individus. Par exemple, on prend des mesures sur des patients avant et après un traitement. On se pose des questions sur l'effet du traitement sur ces mêmes patients-là. On fait un suivi de personnes sondées ou d'entreprises à différentes dates. Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont sondées à différentes dates. On cherche à étudier l'effet du temps. On suit une évolution de la capacité photosynthétique des mêmes bananiers au cours du temps. Donc le matin et l'après-midi, on fait des mesures sur les mêmes bananiers. On essaie de voir l'effet du temps. Alors comme vous l'avez vu, l'étude d'échantillons appariés implique souvent un suivi au cours du temps, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Donc voilà pour la différence entre échantillons indépendants et échantillons appariés. Tout est une question de nombre de populations qui sont prises en compte. Évidemment, vous avez des tests statistiques adaptés aux échantillons indépendants et des tests statistiques adaptés aux échantillons appariés. Et donc tout ça est listé, vous pouvez faire ces choix-là dans la grille de choix de tests statistiques en ligne que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, alors dernière petite confrontation d'idées dans le monde des tests statistiques. Les tests de comparaison versus les tests d'association. Alors vous avez des tests de comparaison comme celui qu'on vient d'exécuter, le test de comparaison de moyenne, notamment le test de Student, l'ANOVA. Vous avez aussi les tests de comparaison de variance, comme le test de Fisher, le test de Leven, le test de Bartlett. Vous avez aussi des tests de comparaison de proportion. Donc il y en a plusieurs, les tests pour les proportions. Et ensuite, vous avez aussi des tests d'association par opposition, des tests d'association de variables, qui vous permettent donc de tester, voir si deux variables sont significativement corrélées ou pas. Vous pouvez tester l'association de deux variables qualitatives, donc ce sont sur les tests sur les tableaux de contingence ou les tests sur les traits croisés. Et donc les tests les plus courants dans cette famille de tests-là sont le Ki2 et le test du Ki2 et les tests exacts de Fisher. Vous avez aussi des tests d'association de variables quantitatives. Donc il s'agit notamment du test sur le coefficient de Pearson, de Spearman, etc. Alors voilà, on a confronté tests paramétriques et tests non paramétriques. On a confronté tests sur échantillon indépendant et tests sur échantillon apparié. On a confronté tests de comparaison et tests d'association.
Là, je vous ai fait un petit résumé de tests assez courants, utilisés donc dans le monde des statistiques, des tests statistiques. Vous avez la problématique, est-ce que vos échantillons sont indépendants ou appariés? Vous avez des tests paramétriques ici et des équivalents non paramétriques si les conditions d'utilisation ne sont pas respectées. Évidemment, ce tableau est beaucoup plus développé en ligne. Je vous invite à le consulter plutôt en ligne sur le lien que je vous avais transmis tout à l'heure et qui se trouve juste là, encore une fois. Je vous propose de faire une dernière application sur Excelstat et d'exécuter un test d'association de deux variables qualitatives. On va travailler sur ce jeu de données-là. Il s'agit d'un sondage d'opinion à la sortie d'un garage. Vous avez encore une fois des clients en ligne et des variables qualitatives en colonne qui correspondent donc à la catégorie socio-professionnelle et à des questions qu'on a posées à ces clients-là. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que le véhicule a été réparé? Comment est-ce que vous notez la qualité de l'accueil? Est-ce que vous êtes satisfait par le rapport qualité-prix? Est-ce que vous reviendrez au garage? Oui, ne sais pas ou non. Alors, je vous propose de tester l'association entre ces deux colonnes, dans ces deux variables qualitatives, la catégorie socio-professionnelle et est-ce que vous reviendrez au garage? C'est parti. Alors, je prends le jeu de données en question, il est là. Donc, je vais aller dans test de corrélation ou d'association et le test d'association entre deux variables qualitatives se trouve là-dedans. Donc, test sur les tableaux de contingence. Alors, je peux avoir les variables sous les données sous différents formats, sous deux formats différents, soit sous format de trait croisé ou de tableau de contingence, soit sous format de variables qualitatives, ce qui est notre cas à nous. Alors là, je vais sélectionner donc reviendra dans variable en ligne et satisfait, non pardon, catégorie socio-professionnelle dans les variables en colonne. J'aurais pu faire l'inverse, c'est pareil hein, pour le test. Dans les options, je prends le test du qui 2. Bon, je vais enlever tout ça. Et je prends le test exact de Fisher aussi. Donc il s'agit un petit peu d'un test plus ou moins paramétrique et d'un test non paramétrique, un équivalent non paramétrique. Voilà. Ensuite, il y a différentes sorties que je peux demander. Donc des sorties qu'on avait commentées dans le cadre des statistiques descriptives, le premier webinaire. Je clique sur OK dès que je suis prêt. Et j'obtiens donc une p-value associée d'abord avec mon test à mon qui 2. La p-value associée au test exact de Fisher, qui est un équivalent non paramétrique. Alors, comment interpréter tout ça? J'ai un peu triché sur les étapes, j'ai brûlé quelques étapes, je suis désolé de la démarche. Donc là, j'ai mon tableau de contingence, qui est là pris en ligne pour les catégories socio-professionnelles en colonne pour la variable est-ce que vous reviendrez. Donc là, il y a 6 individus qui font partie de la catégorie A et qui ont répondu ne sais pas. Il y en a 5 qui ont répondu non. Là, on a l'équivalent en pourcentage. Les hypothèses nulles et alternatives associées au test d'association de variables qualitatives s'écrivent de la sorte. Donc H0, les proportions des catégories A et B ne changent pas en fonction des catégories ne sais pas, non et oui. HA, les proportions des catégories A et B changent en fonction des catégories non, ne sais pas, non et oui. Là, on voit qu'en proportion ou en pourcentage, ces proportions donc de A et B ont tendance à changer avec ne sais pas, non et oui. Regardez, là, on passe de 46 à 75. On s'attend quand même à un rejet de l'hypothèse H0. Or, on vient de voir que la p-value associée au test exact de Fisher, un test non paramétrique, est égale à 0,721. Ce qui fait que, pour un seuil de risque alpha de 0,05,
on ne peut pas rejeter l'hypothèse H0. Alors comment expliquer le fait que les données montrent quand même, les données favorisent plutôt l'hypothèse alternative et qu'on a une p-value qui nous empêche de rejeter cette hypothèse H0? Comment expliquer ça? C'est tout simplement que le test n'est probablement pas assez puissant. Déjà, c'est un test non paramétrique, donc il est plus robuste certes, mais il est moins puissant. Et deuxièmement, vous avez très peu de données dans votre tableau de contingence, votre tri croisé. Et en général, plus le nombre de données est faible, plus la puissance statistique, donc la capacité d'un test à rejeter H0, plus cette puissance est faible. Et plus vous avez un nombre de données important, plus la puissance d'un test va être importante. Donc c'est comme ça qu'on interprète cette contradiction entre la p-value obtenue et la p-value attendue à la vision de ces résultats-là. Alors revoilà la démarche qu'on avait exposée au tout début. Dans le cadre des tests statistiques, on part de la formulation de la question, dont la réponse est oui ou non. Ensuite, à partir de cette question, on écrit l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. On choisit un test statistique approprié, donc comparaison, association, par exemple, ou test sur échantillon apparié ou indépendant. Et on choisit également le seuil de risque alpha. On récolte des données. Est-ce que les données respectent les conditions d'application du test? Si c'est le cas, si les données respectent les conditions d'application du test, on exécute le test et on répond à la question en comparant la p-value au seuil alpha. Si les données ne respectent pas les conditions d'application du test, on remplace par un test non paramétrique qui sera moins puissant ou plus robuste. On peut aussi essayer de procéder à une transformation des données pour voir si on se rapproche des conditions d'utilisation. Et on exécute quand même un test paramétrique si jamais on arrive à se rapprocher de ces conditions-là avec les données transformées. Donc voilà ma démarche. Alors voilà un petit résumé. On a vu la description des données dans le cadre du premier webinaire, la description qui nous a permis de générer des hypothèses à partir de variables isolées ou de paires de variables. L'exploration a permis de plonger facilement dans un gros jeu de données sans forcément avoir de questions précises derrière la tête et nous a permis également de générer des hypothèses. Les tests statistiques nous ont permis de voir comment accepter ou rejeter ces hypothèses-là en prenant un risque de nous tromper, ce risque étant proportionnel en général à la p-value si on cherche à rejeter l'hypothèse H0. La modélisation, qui sera divisée en 2 webinaires prochains, nous permet de comprendre comment évolue un phénomène en fonction d'un ensemble de paramètres. Donc la modélisation implique la régression, l'ANCOVA, l'ANOVA et bien d'autres outils. Donc on a déjà vu ces 3 parties-là. J'espère pouvoir vous voir lors de nos prochains webinaires. N'hésitez pas à télécharger la version d'essai de 30 jours si ce n'est pas encore fait et à découvrir nos produits en cliquant donc sur ces 2 liens. Tous les outils qui ont été vus lors de ce webinaire sont disponibles dans toutes les solutions Excel-Stat sauf dans la Free. Je passe à vos questions. Le théorème central limite est valide à partir de quel effectif? Alors certains auteurs disent que le théorème central limite pour un test de student est valide à partir d'une taille d'échantillon de 30 individus, donc 30 individus par échantillon. J'ai 100 personnes à qui je fais évaluer 2 produits sur l'appréciation du goût par exemple, et 100 personnes testent P1, le produit 1, et seulement 90 de ces personnes testent le produit 2. Suis-je en échantillon indépendant? Je dirais que non, vos échantillons sont bien appariés. Et puis ce que je ferais, c'est que j'éliminerais simplement les personnes qui n'ont pas pu tester les 2 produits. Donc je me fierais juste aux 90 personnes ayant pu tester les 2 produits. Et en partant sur un test sur échantillon apparié.
je n'ai pas compris où l'on trouvait la puissance statistique. Vous avez toute une annexe par ici sur la puissance statistique. Donc vous avez la définition ici, donc dans votre PDF, vous avez la définition de la puissance qui n'est pas calculée systématiquement dans Excel-Stat et d'ailleurs dans très peu de logiciels, elle est calculée. La puissance, c'est d'un test et sa capacité à aboutir à un rejet de H0 lorsque H0 est fausse. Est-on obligé d'utiliser un test non paramétrique si le test paramétrique n'est pas validé? Peut-on s'arrêter au paramétrique et dire que, par exemple, il n'y a pas de différence significative? Non. Vous ne pouvez pas appliquer un test paramétrique si les conditions ne le permettent pas. Dans le cas d'une nappe aquifère échantillonnée à des dates différentes dans sa partie supérieure et inférieure, suis-je dans un cas de données à parier ou pas? Donc là, il y a deux facteurs qui entrent en jeu. Il y a le facteur temps et il y a le facteur niveau de la nappe. Dans ce cas-là, il y a des outils qui sont peut-être un peu plus appropriés, et notamment les ANOVA à mesure répétée ou les modèles mixtes. Quand on parle de données log transformées, utilise-t-on le log ou ln? Est-ce que ça change quelque chose pour l'utilisation des tests après? Non, ça change pas grand-chose. Donc vous pouvez utiliser log, vous pouvez utiliser ln et puis voir à chaque fois si vous vous rapprochez de la normalité ou pas. Vous pouvez utiliser la racine carrée, vous pouvez utiliser le carré. Il y a plein de transformations possibles. Comment intégrer R pour nous qui disposons déjà de Excel-Stat? Si vous avez une licence valide, vous pouvez télécharger la dernière version qui inclut donc le menu RMeta. Et là, si vous cliquez sur tutoriel, vous aurez des guides qui vous permettront donc de voir comment fonctionne l'interfaçage R et Excel-Stat. Alors, je suis content d'avoir parlé avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire et j'espère pouvoir vous parler de nouveau dans le cadre des webinaires prochains sur la modélisation et sur l'ANOVA. Merci beaucoup. Au revoir.